Le président Alassane Ouattara poursuit sa visite en Turquie. Il a été reçu à l'Assemblée nationale, une occasion donnée au président ivoirien pour présenter l'évolution de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Ce jeudi a été marqué ici en Côte d'Ivoire par le lancement officiel de l'édition 2015 du forum consacré aux technologies de l'information et de la communication. L'Afrique, l'avenir numérique est le thème de cette 5e édition. L'évolution du processus de réforme des forces de défense nationale a été expliquée ce jeudi par Paul Kofi, ministre en charge de la Défense, compte rendu à suivre dans quelques instants. Que s'est-il passé sur le vol de l'avion A320 de la compagnie allemande qui s'est abîmé mardi dernier? Eh bien, une seule réponse. Le copilote, 28 ans, de nationalité allemande, a volontairement provoqué la chute de l'avion. Bonsoir, ce sont donc les principaux titres de ce 20h. Bonsoir, bienvenue à ces titres. Il faut ajouter le match amical qui a eu lieu cet après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny qui a opposé les éléphants de Côte d'Ivoire aux Palancas Negras d'Angola. Score final 2-0. Résumé de ce match en fin de journal. À suivre également dans ce journal, comme tous les jeudis, le dossier du 20h. Il sera question des difficultés auxquelles se trouvent confrontés les usagers des transports en commun dans le district d'Abidjan. Le dossier du service société de la rédaction, c'est dans une dizaine de minutes, le temps de parcourir l'actualité en Côte d'Ivoire et à l'étranger où se trouve en ce moment même le chef de l'État. Eh bien, Alassane Ouattara est depuis hier en Turquie dans le cadre d'une visite officielle de 4 jours et ce jeudi, il a été reçu au palais présidentiel où l'attendait le couple présidentiel. Nous aurons les images avant la fin de cette édition. Pour l'instant, nous vous proposons sa réception à l'Assemblée nationale. Le président de la République était l'hôte de marque de la grande Assemblée nationale turque. C'est en son sein que les grandes réformes de la République ont été réalisées sous la présidence de Mustafa Kemal Atatürk. La Grande Assemblée nationale de Turquie est le parlement monocaméral de la République turque. Dans le système constitutionnel de cet État, la Grande Assemblée nationale détient le pouvoir législatif, le pouvoir budgétaire et contrôle l'activité du gouvernement. Le président Alassane Ouattara a été reçu par le vice-président de cette institution, M. Sadiq Yakout, dans le petit salon avant de prendre part au déjeuner organisé en son honneur à la salle de cérémonie du Parlement, en compagnie de parlementaires, des ambassadeurs de Côte d'Ivoire en Turquie, Yacouba Atta, et de Turquie en Côte d'Ivoire, Esra Demir, des membres du gouvernement et du Conseil honoraire de Turquie en Côte d'Ivoire. Le vice-président du Parlement turc a souhaité la bienvenue à la délégation ivoirienne avant d'indiquer que c'est la première visite d'un président ivoirien en Turquie et cela augure du renforcement des relations entre les deux États. Notre président de la République attache une très grande importance et une priorité aux pays africains et votre pays a une place exceptionnelle dans ce cadre. Nous attachons une très grande importance au contact entre les groupes parlementaires d'amitié et nous soutenons donc leurs travaux à cet égard. Et la Côte d'Ivoire est notre plus grand partenaire économique de l'Afrique subsaharienne. Et pour 2014, le volume de commerce entre nos deux pays était de 330 millions de dollars. Les accords concernant donc le commerce entre les deux pays et la coopération technique et économique sont entrés en vigueur. Nous souhaitons également, afin de pouvoir passer en revue nos relations économiques, mais aussi les développer, réaliser dans les plus brefs délais la première réunion du comité économique mixte entre les deux pays. Et donc nous voudrions vous remercier également pour votre soutien à la candidature turque au Conseil de sécurité de l'ONU. Le président Alassane Ouattara s'est dit heureux d'effectuer cette visite en Turquie, un pays dont la Côte d'Ivoire a beaucoup à apprendre. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire m'a représenté à l'occasion de la cérémonie d'investiture du président Erdogan et il a été reçu à cette occasion. Et je voulais vous remercier de cet accueil et des échanges que vous avez eus à ce moment-là. Il m'a rendu compte du caractère très dynamique et de la grande qualité de la vie démocratique et économique, aussi bien au Parlement, au gouvernement que dans ce grand pays. Je me réjouis personnellement qu'il y ait ce comité
d'amitié turque-Côte d'Ivoire au Parlement turc et je voudrais vous en remercier. Nos relations diplomatiques et politiques datent de pas très longtemps, mais nous avons l'ambition de les accroître très rapidement. Oui, c'est vrai qu'en très peu d'années, la Côte d'Ivoire est devenue l'un des principaux partenaires en Afrique francophone, le premier partenaire en Afrique francophone, la Turquie. Nous voulons faire mieux et nous voulons aller plus vite et nous souhaitons que nous puissions effectivement accroître nos échanges au niveau économique et au niveau du commerce. Oui, la principale exportation de la Côte d'Ivoire sur la Turquie, c'est le cacao, dont nous sommes le premier producteur mondial, avec plus de 40% de la production mondiale. Je souhaiterais deux choses que j'indiquerai à Monsieur le Président du Parlement, c'est que donc en Turquie, vous mangez beaucoup plus de chocolat pour importer plus de cacao. Et en deuxième lieu, que vous puissiez installer des usines chez nous en partenariat avec nos entrepreneurs pour que nous puissions transformer le cacao, les fèves de cacao en pâte et en beurre de cacao. Pourquoi pas en chocolat. Nous souhaitons également que les entreprises turques continuent de s'investir en Côte d'Ivoire dans les domaines traditionnels tels que les logements sociaux, le transport et d'autres secteurs industriels. Les deux personnalités se sont félicitées pour les politiques menées dans leurs pays respectifs et souhaité plein succès, car 2015 est une année électorale en Côte d'Ivoire et en Turquie. Nous savons que vous êtes le candidat le plus fort pour les élections de 2015 qui auront lieu en octobre et nous vous souhaitons beaucoup de succès. Je sais que la vie parlementaire est très dynamique en Turquie. C'est un exemple pour nous et je voudrais donc vous dire à quel point nous sommes heureux d'être ici aujourd'hui. Je voudrais réitérer donc mes remerciements à Monsieur le Président par intérim pour cette réception et lui dire qu'effectivement nous avons des élections présidentielles en octobre prochain en Côte d'Ivoire. Je le remercie des souhaits me concernant et je ferai tout pour que ce soit des élections apaisées, démocratiques et transparentes. Mais bien évidemment, les élections ne connaissent jamais le résultat, mais je crois que j'ai de très bonnes chances de gagner. Merci encore de nous retenir pour ces instants et ma délégation et moi souhaiterions vous faire tous nos vœux, mais meilleurs pour les élections du 7 juin. Donc 2015 est une année importante pour vous comme pour moi. Bonne chance à vous et bonne chance à moi. La Grande Assemblée nationale turque se compose de 550 députés élus pour un mandat de 4 ans au suffrage universel direct et au scrutin proportionnel. Tout citoyen turc âgé de moins 25 ans peut être candidat aux élections législatives. Et sur place à Ankara, le chef de l'État a visité le mausolée de Mustafa Kemal Atatürk, premier président de la Turquie moderne, qui a accordé le droit de vote aux femmes turques. On retrouve notre envoyé spécial, Habiba Dambélé. Le couple présidentiel ivoirien, accompagné d'une forte délégation, s'est plié au cérémonial de la visite du mausolée de Mustafa Atatürk, fondateur et premier président de la Turquie moderne. Ce grand réformateur est né le 19 mai 1881, de son vrai nom, Mustafa Riza. L'histoire de ce héros national commence après la Première Guerre mondiale et l'occupation alliée de l'Empire ottoman. Ce militaire de carrière refuse alors de voir l'Empire ottoman être démembré par le traité de Sèvres. Accompagné de partisans, il se révolte contre le gouvernement impérial et crée un deuxième pouvoir politique à Ankara. C'est de cette ville qu'il mène à la tête de la résistance turque la guerre contre les occupants. C'est sous son commandement que les forces turques ont vaincu successivement les armées arméniennes, françaises et italiennes, puis les armées grecques. La Grande Assemblée nationale de Turquie lui donne alors le titre de Gazi, le victorieux. Mustafa Kemal Atatürk affirme également une volonté farouche de rupture avec le passé impérial ottoman et applique des réformes radicales. Inspiré par la Révolution française, il met un terme au sultanat le 1er novembre 1922. Il instaure la laïcité, séparation entre le pouvoir politique, sultanat et spirituel, le califat, et l'inscrit dans la Constitution. Il donne le droit de vote aux femmes et remplace l'alphabet arabe par l'alphabet latin. Après la proclamation de la République en 1934, il déplace la capitale Istanbul à Ankara et occidentalise le pays. Sous sa présidence, la Turquie a mené une révolution sociale sans précédent qu'on appelle généralement révolution kémaliste. Le 24 novembre 1934, l'Assemblée nationale lui donne le nom d'Atatürk, ce qui veut dire le Turc père.
Il meurt le 10 novembre 1939 au cours des funérailles nationales. Il est enterré au musée ethnographique d'Ankara. Sa dépouille repose aujourd'hui dans le mausolée dit de Lank-Kabir. Mausolée bâti sur une superficie de 7,5 hectares, c'est un musée où sont exposés tout ce qui a appartenu à Atatürk, des objets précieux, des pièces d'or, des bijoux, des tenues militaires, des armes de toutes sortes, des photos et tout ce qui rappelle le père de la nation turque. Le président de la République, très impressionné par cette visite, a inscrit dans le livre d'or: par son action, Mustafa Kemal Atatürk a fondé une nation digne et a fait de la Turquie un pays moderne. Aujourd'hui, la Turquie est incontournable dans le concert des nations grâce à l'action du président Recep Tayyip Erdogan. À travers ma visite dans ce beau pays, je mesure la grandeur de l'œuvre accomplie et la volonté manifeste du grand peuple de Turquie de tenir sa place dans l'histoire. La Côte d'Ivoire, dans sa marche vers l'émergence, saura s'enrichir de l'expérience de la Turquie. Et c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, après cette visite mémorable. Au programme de cette visite officielle, un planting d'arbres effectué par les deux premières dames de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara et de Turquie, Ermine Erdogan. Ce planting d'arbres qui se déroule simultanément dans les 81 villes s'inscrit dans le cadre de la journée nationale de la reforestation célébrée chaque année en Turquie sur initiative de l'ONG Les Ambassadeurs du Cœur, fondée par la première dame de Turquie. Vous aurez les images dans nos prochaines éditions. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette deuxième journée de la visite officielle du couple présidentiel ivoirien en Turquie, visite qui prendra fin le samedi prochain. Retour en Côte d'Ivoire avec tout d'abord ce décret de la présidence. Le président de la République a signé donc un décret pour mettre fin à partir du 15 mars dernier à la validité des passeports diplomatiques et de services non biométriques. L'article 2 de ce décret précise que seuls sont délivrés comme documents officiels de voyage de la République de Côte d'Ivoire les passeports diplomatiques et de services biométriques à puce électronique. Les Ivoiriens félicités, décorés et récompensés par la France ont échangé avec le grand chancelier de la Légion d'honneur de France, Jean-Louis Gergelin. Il était à Abidjan à l'occasion de la 7e conférence des grandes chancelleries d'Afrique francophone et de France, quelques temps forts de la cérémonie avec Ami Sissoko. Le grand chancelier de la Légion d'honneur de France, Jean-Louis Gergelin, découvre l'association ivoirienne des médaillés de la Légion d'honneur et de l'Ordre national français du mérite. C'était au cours d'un échange avec les membres de cette structure créée en 2008 et qui regroupe des Ivoiriens et des étrangers décorés par la France. Une structure dont les missions ont été explicitées par le ministre Jean-Louis Billon, président de cette association. C'est une association d'entraide entre les membres, de retrouvailles et d'action en faveur de la société civile quand on le peut également. C'est une reconnaissance et c'est pour ça qu'il faut perpétuer ces reconnaissances-là pour qu'on puisse montrer que les devoirs que nous avons envers la société importent pour la nation. L'Ordre national du mérite et la Légion d'honneur récompense toute personne qui se distingue par la qualité de son travail envers la France. La Légion d'honneur est la plus haute décoration honorifique française et l'Ordre national du mérite est la 4e position dans l'ordre protocolaire de la décoration française. Pour le grand chancelier français, ces distinctions permettent d'améliorer le climat des affaires et de partager des intérêts communs. Une bonne chose que ceux que la France a distingués par ses ordres nationaux puissent se connaître, se retrouver et participer aux idéaux qui sont communs à des pays comme la France et la Côte d'Ivoire et à notre ordre. Depuis leur création, ce sont plus de 1500 personnes vivant en Côte d'Ivoire qui ont été distinguées dans l'Ordre national du mérite et dans la Légion d'honneur, parmi elles des anciens combattants. Ce jeudi a été également marqué ici en Côte d'Ivoire par le lancement officiel de l'édition 2015 du forum consacré aux télécommunications, aux technologies de l'information et de la communication. Cette 5e édition a pour thème Afrique, l'avenir des numériques. Eh bien, plusieurs centaines d'exposants sont attendus à ce rendez-vous continental des TIC. Pour en savoir davantage, suivons ce compte rendu de Alexis Ouedraogo.
Afrique, l'avenir est numérique. C'est le thème de la 5e édition d'Africa IT and Telecom Forum. La rencontre annuelle permet aux acteurs africains du secteur d'échanger leur expérience, mais surtout de montrer aux populations que les TIC sont une opportunité de développement. Pendant 2 jours, nous serons réunis ici au CRAE pour discuter de ce que les technologies de l'information et de la communication pourront apporter au développement de nos pays. Ce rendez-vous des TIC permet aussi d'encourager les partenariats sud-sud et promouvoir l'émergence numérique. Les participants débattront de plusieurs thématiques, notamment l'importance de l'appropriation des TIC et la transformation numérique. Il y a 2 points sur lesquels je demandais vraiment qu'on pousse le dossier. D'abord sur le secteur agricole, qui est un secteur important. Demander à ce que le monde paysan soit connecté avec l'extérieur et les informations sur les prix des marchés, les technologies dans ce domaine. Et le deuxième point, c'est les problèmes bancaires. La bancarisation peut atteindre des niveaux très rapides si nous puissions faire en sorte que les Ivoiriens, avec les 21 millions de sudaires qu'ils ont, puissent donc faire des opérations dans ce domaine. En Côte d'Ivoire, les TIC représentent 7,8% du PIB annuel. Les gouvernants entendent porter ce chiffre à 15% en 2020. Et pour ce faire, déjà, plusieurs actions sont concrètes, notamment la loi sur la protection des données à caractère personnel, la construction d'un réseau fibre optique de 7 km, l'ouverture de l'école ESATIC et l'opération Un Ivoirien, un ordinateur. L'évolution du processus de réforme des forces de défense nationale a été expliquée ce jeudi au cours de la 17e édition des rendez-vous du gouvernement. Paul Kofi Kofi, ministre en charge de la Défense, était face aux journalistes pour se prononcer sur les défis de la reconstruction d'une armée républicaine en Côte d'Ivoire. Ben Touré. Le défi de la reconstitution d'une armée républicaine, bilan et perspective. Voilà le sujet abordé ce jeudi lors du face-à-face journaliste Paul Kofi Kofi. Le ministre chargé de la Défense a rappelé à l'occasion que dès son accession au pouvoir, l'objectif premier du chef de l'État a été la reconstitution de l'armée ivoirienne après les crises successives que le pays a connues. Il ajoute que le processus a commencé depuis lors, en témoigne l'accroissement de la capacité d'intervention des forces ivoiriennes. Suite à la crise post-électorale, compte tenu des menaces que nous avons à nos frontières, le président de la République a accepté que nous ouvrions des bataillons frontières, donc la frontière ouest, là où véritablement il y avait donc les principales menaces, un bataillon à l'ouest, à Mans, un bataillon du sud-ouest à San Pedro, basé à San Pedro, donc pour fermer la frontière ouest, et puis tout à fait au nord à la frontière du Mali. Aujourd'hui, le défi à relever reste la sécurisation efficiente de la présidentielle d'octobre prochain. J'ai vu donc le président de la commission électorale indépendante qui va convoquer au mois d'avril une réunion avec les forces pour commencer à préparer déjà le plan d'opération, la sécurisation des élections, qui doit se faire donc avant, c'est-à-dire pendant la période de la campagne, le jour des élections, mais aussi après. Vous avez dû constater qu'en 2010-2011, le problème a été après les élections. Une fois cette mission accomplie, un regard réformateur sera jeté sur l'amélioration des conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité. Des infrastructures seront réhabilitées, les hommes seront formés et informés sur les nouvelles formes de menaces auxquelles sont confrontés bon nombre d'États. Pour l'heure, Paul Kofi Kofi se réjouit que les phénomènes de coupeurs de route, de raquettes, d'enlèvement d'enfants ou de microbes tombent peu à peu dans l'oubli. De la politique à présent, une délégation du bureau politique du MFA, le mouvement des forces d'avenir, a effectué une tournée qui avait pour seul objectif d'expliquer aux délégués départementaux et régionaux le choix de soutenir la candidature d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Compte rendu, Léon Bro. Demeurer au Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, position du bureau politique du MFA, le mouvement des forces d'avenir. Reste pour lui maintenant de convaincre ses sections de base, les convaincre sur le choix d'Alassane Ouattara comme candidat du MFA à l'élection présidentielle d'octobre 2015. C'est le sens de la tournée du bureau politique conduit par le secrétariat général du parti d'Anati Kobena dans les régions de la Maraoué et du Bélier. Le bureau politique qui a pris ses responsabilités et a sauvé le MFA en lançant cet appel de mobilisation autour du président Alassane Ouattara. Donc désormais,
nous appelons tous les militants du MFA à travailler avec les autres partis frères du RHDP. Dans les régions visitées, Sano Marcel a trouvé des oreilles attentives à son message. Le président Ouattara, au sorti de cette rencontre du 11 février 2015 au palais présidentiel, a une fois dit encore que faites-moi confiance au MFA, les réglages vont se passer et je pense que ce monsieur, il faut vraiment lui faire confiance. La Maraoué et le Bélier constituent les dernières des 31 régions du pays à donner leur aval au MFA pour son soutien à la candidature unique du président Alassane Ouattara pour le compte du RHDP. Dans la région du Bafing, on prépare activement la visite d'État du président de la République. Une tournée d'information et de sensibilisation a été effectuée récemment par le ministre Mamadou Sanogo, fils de la région. Il a expliqué aux fils et aux filles de la région l'importance de cette visite. F. Boué. À 23 km de Touba, chef-lieu de la région du Bafing, Ouaninou. Ici, la question du développement local est au centre des préoccupations. Insuffisance d'infrastructures dans divers domaines. Le souci majeur que nous avons aujourd'hui, c'est les routes pour aller dans les villages. La maternité, il faut qu'on réhabilite ça. Nous voulons aussi avoir un château d'eau. Situation similaire dans la sous-préfecture de Koro. La majorité de nos centres de santé n'ont même pas d'ambulance. En tout cas, en termes d'équipement, il y a beaucoup de choses qui manquent. Mais le bout du tunnel n'est sans doute pas loin. Le message est porté par le ministre Mamadou Sanogo, fils de la région. Une tournée donc à Ouaninou, Koro et Touba pour annoncer la prochaine visite du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. La date ne nous a pas encore été précisée, mais toujours est-il qu'il était bon d'informer solennellement tous nos parents, informer toute l'administration, bien que ceux-ci aient déjà reçu l'information de manière informelle. Et ce que nous avons noté au cours de notre tournée, c'est la ferveur, c'est la joie, c'est l'espoir que suscite cette visite d'État. Une nouvelle accueillie avec joie et porteuse d'espoir. C'est une grande joie pour nous. Et nous savons que quand le président vient, il vient avec tout, c'est-à-dire tout pour le développement. Cette nouvelle nous va droit au cœur, parce que nous savons que la visite du président de la République apporte beaucoup à la région. Je mets l'accent sur sa femme, parce que c'est nous, femmes. Je parle en tant que femme de Koro. Nous sommes impatientes pour qu'elle vienne à notre secours. En attendant le grand jour, déjà, le Bafing a commencé sa toilette. Se déplacer à Abidjan, il faut le dire, est un véritable casse-tête. Le souci n'est pas de ne pas parvenir à trouver facilement son chemin, mais plutôt le moyen de locomotion adéquat. Cité cosmopolite, le district d'Abidjan connaît, à l'instar des grandes capitales, une démographie galopante. Les transports en commun sont alors très prisés pour les déplacements et malgré un nombre croissant de moyens de transport urbains, la Sotra, les taxis-compteurs, les minicars appelés communément Baka, eh bien les usagers ont du mal à se déplacer, à se rendre à leur lieu de travail. Le dossier du 20h avec Grace Kando. Pour se déplacer à Abidjan, les transports en commun sont une aide précieuse. On a les Baka, les minicars de 18 à 22 places, les taxis communaux ou Woro pouvant prendre 4 personnes à bord et enfin les bus de la Sotra, Société des transports abidjanais, disposant d'une capacité de 100 à 150 places. Ainsi, dans le district d'Abidjan, on a environ 7000 Baka, 11 000 taxis communaux et 550 bus. Près de 18 000 véhicules pour le transport en commun, mais force est de constater que tous ces moyens sont largement insuffisants. La population abidjanaise ne cessant d'augmenter. Ce sont plus de 5 millions de personnes qui éprouvent au quotidien de réelles difficultés pour se déplacer. C'est le cas d'Évariste Trazier, étudiant à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Sous cet abri bus, il attend depuis des heures l'arrivée d'un bus. Je suis là depuis 14 heures à attendre le bus et là il est 18 heures. Il n'y a aucun bus pour me rendre chez moi. Tout comme Évariste, nombreux sont les étudiants et travailleurs qui sont au quotidien confrontés à cette situation. Quand nous arrivons d'abord déjà au quai,
on doit se taper presque 6 heures de temps avant d'avoir le bus. Et quand nous avons le bus, il y a tellement de monde qu'il faut lutter. Souvent même, on perd même nos documents. Matin, quand on se lève à 4 heures pour venir attendre le bus, souvent on reste là jusqu'à 6 heures pour qu'on nous envoie le bus. On nous envoie un bus. Avec les embouteillages, tout ça, on arrive en retard à nos services. Se déplacer à Abidjan dans les transports en commun n'est pas chose aisée, surtout aux heures de pointe. La taxe à payer est lourde. Il n'y a pas de véhicules directs à partir de 17h, 18h. On peut payer 400, 500 pour arriver à la gare, au lieu de payer 200. Je vais à Boboté. Et en principe, je dois descendre à Angré et puis partir. Mais voilà qu'il me dit de descendre aux 2 plateaux. Si je descends, je paie 300. Le tarif normal est multiplié par 3. Alors vraiment, c'est difficile aux heures de pointe. On peut passer 1 heure à l'embouteillage. Prends 300 francs à l'embouteillage, 1 heure, ça ne nous arrange pas. Donc on propose 600 francs aux clients. Si ça t'arrange, tu montes. Si ça ne t'arrange pas, tu t'attends le véhicule qui peut te prendre 300 francs. Face à la rareté des véhicules de transport et fatigués d'attendre, certains Abidjanais choisissent le plus vieux moyen de déplacement. Je peux attendre 2 heures, 3 heures maintenant. Comme il n'y a pas de bus, je suis obligée de marcher de Cocody jusqu'à Djamé Liberté pour emprunter les bus. Pour le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire, ces difficultés ont une explication. On note une démographie galopante et nous sommes aujourd'hui à Abidjan à près de 5 à 6 millions de personnes. L'absence de plateformes d'embarquement et de débarquement, l'âge des véhicules constitue aujourd'hui un goulot d'étranglement qui favorise ces mouvements de population pendant les heures de pointe. Un site d'embarquement identifié et construit est égal à un site conventionnel. Dans ce site-là, la discipline est respectée et le passager monte et débarque sans aucun problème. Du côté de la Sotra, une société qui existe depuis les années 60, on pense à soulager les usagers dans les mois à venir. On était parti de près de 600 véhicules avant la crise. On s'est retrouvé à la Sotra à 90 véhicules en état de marche. En fin 2014, remonté jusqu'à 550 véhicules, dont 10 bateaux. Nous envisageons d'acquérir un certain nombre de véhicules pour que le parc atteigne 800 véhicules vers le mois de juin. C'est vrai que ce n'est pas suffisant pour l'ensemble de la population, mais au fur et à mesure qu'on avance, parce qu'il est prévu dans les 2 ou 3 prochaines années qu'on atteigne pratiquement 1000-1500 bus à la Sotra. Nous envisageons de réhabiliter d'ici le mois de juin aussi un certain nombre de bateaux-bus pour atteindre 20 bateaux-bus. Le transport de masse, autre solution, annoncée par la Direction générale des transports terrestres et de la circulation. Sur l'axe nord-sud, Tabobo, Yopougon, et qui draine vers Plateau, Trècheville, Port-Boué, on relève en moyenne 60 000 voyageurs à l'heure de pointe. Donc il faut rechercher des transports de masse. C'est de grande capacité, comme par exemple le métro, les tramways, vous voyez, qui peuvent enlever à l'heure de pointe 6 000 voyageurs un coup. C'est pour ça qu'on a entrepris, pour être plus précis, le projet de train urbain. Le projet de train urbain qui est un système de tramway léger qui va être co-construit, qui va partir d'Anyama, traverser donc à Yamé, Trècheville, aller donc jusqu'à Port-Boué et faire une excursion à l'aéroport. Avec l'aide des partenaires, le ministère des Transports entend construire des gares routières et créer des sites de stationnement dans les communes pour régler définitivement la question du transport à Abidjan. Voilà, c'était Grace Kando. Une escale dans l'enseignement. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Andia Camara, a reçu les syndicalistes, les parents d'élèves, les chefs traditionnels et coutumiers pour examiner et trouver des solutions aux problèmes auxquels se trouve confrontée l'école ivoirienne en général. Ami Sissoko. L'horizon se dégage pour l'école ivoirienne. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, vient de trouver un compromis avec les syndicats en grève depuis 3 semaines. Cela suite aux 6 rencontres officielles et à la mise en place d'un cadre de consultation et de négociation. Kandia Camara propose aux enseignants la reprise du chemin de l'école tout en leur demandant de lui faire confiance pour la prise en compte de leurs revendications. Cela fait 27 ans que les salaires de l'ensemble des fonctionnaires n'ont pas connu d'augmentation.
Et justement, dans le souci de revaloriser le salaire des enseignants, le président lui-même, de son propre chef, a décidé du déblocage des salaires. Il a demandé au gouvernement, notamment au Premier ministre, de travailler à ce que justement cela puisse se faire. Et c'est ce travail que le gouvernement est en train de faire pour faire des propositions concrètes au président de la République selon sa volonté pour que ce problème-là soit réglé le plus rapidement possible. D'ailleurs, la mesure semble être acceptée. Certains syndicats, dont le syndicat des instituteurs pour une nouvelle vision de l'école, incitent déjà leurs camarades à lever leur mot d'ordre de grève. Rendez-vous a été pris pour le 30 avril avec tous les syndicats à son cabinet en vue de faire le bilan des actions menées et le point de celles engagées. On évolue donc dans le sens de l'apaisement. Le syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire, le CNSI, donc suspend son mot d'ordre de grève. Nous écoutons le porte-parole. À la demande du bureau exécutif national du CNSI, vous avez observé avec discipline et rigueur un arrêt de travail de 48 heures les jeudis 12 et vendredi 13 mars 2015, couplé à la rétention des moyens du deuxième trimestre pour protester et interpeller l'État de Côte d'Ivoire. Le bain du CNSI vous félicite pour cette mobilisation exemplaire qui a permis l'ouverture du dialogue avec les autorités. Ainsi, le déblocage des avantagements a-t-il été confirmé pour l'année 2015 et la date du jeudi 30 avril 2015 a été arrêtée pour faire le bilan de la plateforme revendicative du CNSI. Sur la base de ces engagements de l'État de Côte d'Ivoire et fidèle à sa tradition de syndicats engagés dans le dialogue social sincère, le bureau exécutif national du CNSI suspend son mot d'ordre de rétention des moyennes du deuxième trimestre de l'année scolaire 2014-2015 à compter de ce jour, jeudi 26 mars 2015. Autre actualité, on peut le dire, la Guinée, l'un des 3 pays de la sous-région touchés par l'épidémie à virus Ebola, peine à l'éradiquer. Les autorités du pays espéraient mettre fin à l'épidémie avant le 15 avril prochain. À quelques jours de cette date, c'est la triste réalité sur le terrain. Le virus continue de faire des victimes. Les cas se multiplient dans la capitale guinéenne. Le témoignage de Christelle Menant. L'épidémie à virus Ebola a causé plus de 10 000 décès en Afrique de l'Ouest, selon un bilan de l'Organisation mondiale de la santé au 12 mars 2015. Bien que l'organisation note des signes encourageants quant à l'évolution de la maladie, le virus fait encore de la résistance en Guinée. Le personnel médical sur place note une augmentation très nette du nombre des cas. Les régions de Conakry, Koya et Forikaria enregistrent plus de cas que par le passé. Encore beaucoup de choses qu'on ignore sur les mécanismes et les dynamiques de cette épidémie qui ne fait que nous surprendre depuis un an. La recrudescence du nombre de cas dans la région de Forikaria et Koya a coïncidé avec une recrudescence du nombre de cas dans les régions frontalières de la Sierra Leone. Et probablement que ces foyers transfrontaliers servent à se réalimenter les uns les autres. Le Libéria voisin est en passe d'être déclaré pays zéro cas Ebola. Un objectif que le gouvernement guinéen espérait atteindre le 15 avril 2015. À quelques semaines de l'échéance, la population guinéenne tarde à adopter les bonnes pratiques de prévention. 3 330 personnes ont été contaminées et 2 187 sont décédées. Que s'est-il passé sur le vol de l'avion A320 de la compagnie allemande qui s'est abîmé mardi dernier sur le territoire français? Eh bien, depuis la conférence de presse donnée ce jeudi par le procureur de la République de Marseille, la piste de l'incident technique est définitivement écartée au profit de celle de la responsabilité humaine. Selon le procureur de Marseille, le copilote, 28 ans, de nationalité allemande, s'en est en effet retrouvé seul aux commandes dans le cockpit et posé l'acte délibéré de provoquer l'accident. À ce stade de l'enquête, rien n'accrédite la thèse d'un acte terroriste. On parle plutôt d'acte volontaire de provoquer le crash. La deuxième boîte noire toujours recherchée. Bilan de ce crash, 150 morts. Décédé le 22 février dernier, le grand médiateur de la République de Côte d'Ivoire a été inhumé aujourd'hui à Beaunois. Le compte-rendu de Michel Digré.
Culte funèbre au temple Saint-Esprit de Beaunois. Mathieu Ekra avait offert l'édifice à l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire et c'est dans cette bâtisse que se jouent les dernières notes, certainement les plus tristes de son passage sur terre. Mathieu le bâtisseur, Mathieu le généreux, l'humilité faite chère, les dimensions spirituelles et sociales de l'homme ont constitué l'essentiel de la prédication, des valeurs qu'il a cultivées tout au long de sa vie. De la vie de Mathieu Panga Ekra, nous retiendrons à jamais que si un homme, et singulièrement un homme d'État, sait allier ses responsabilités et charges étatiques avec les exigences de la foi, il devient nécessairement un homme illustre. De tels hommes n'ont point à rougir de leur passage sur terre. Il est 12 heures, c'est l'heure de la séparation, de l'ultime adieu. Mathieu quitte pour toujours le temple qu'il a bâti pour le voyage sans retour. C'est dans le caveau familial qu'il reposera pour toujours, après 98 années bien remplies, qui resteront gravées dans la mémoire collective. Ce communiqué de l'Assemblée nationale pour terminer, le président de la Commission des affaires générales et institutionnelles convoque donc, mesdames et messieurs les députés membres de la dite commission, à la réunion donc demain, vendredi 27 mars à partir des 10h, et bien à l'ordre du jour, l'examen du projet de loi portant modification des articles portant code électoral et abrogation de dispositions relatives aux élections de sortie de crise. Et pour leur premier match amical international, le Stade Félix Houphouët-Boigny, les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu cet après-midi les Palencas Negras d'Angola par le score de 2-0. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme.